Tout d'abord, de quels pays africains sont-ils issus? Majoritairement de l'Afrique de l'Est, donc Ouganda, Kenya et puis Soudan. Au Qatar, ce sont eux qui sont majoritairement des agents de sécurité qui gardent par exemple l'entrée des centres commerciaux ou des hôtels. Et donc il y a à peu près 300 000 Kenyans, il y a 100 000 Ougandais et il y a un chiffre à peu près équivalent, enfin un peu plus élevé que les Kenyans en termes, enfin pour les Soudanais. Comment finissent-ils par arriver au Qatar? Quelles sont leurs motivations? Tout simplement, c'est nourrir leur famille et permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Moi, je me suis rendu au Kenya, notamment, et au Soudan. Et en fait, souvent, ce sont des gens qui viennent des ruralités, de la ruralité, donc des familles qui sont très pauvres. Des gens qui n'ont pas toujours des diplômes, mais c'est pas toujours vrai. Certains ont des diplômes, mais voilà, les jobs proposés dans leur pays ne leur permettent pas de nourrir correctement leur famille, de juste apporter un peu de nourriture sur la table tous les jours. Ça, c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'ils choisissent de partir dans les pays du Golfe, et notamment le Qatar, parce que c'est la voie la plus facile. Parce que partir en Europe, c'est dangereux. C'est coûteux. Et partir au Qatar, il suffit d'aller dans une agence, il y en a dans les capitales de ces pays africains. Et ensuite, vous payez à peu près entre 1000 et 2000 euros. Et vous avez un boulot directement et un salaire qui est un peu plus élevé que dans votre pays. Donc c'est pour ça qu'il y a ce choix qui est fait pour beaucoup de jeunes, femmes et hommes, Kenyans, Ougandais ou Soudanais, majoritairement. Alors, vous avez enquêté sur leurs conditions de vie, vous en avez rencontré certains d'entre eux. On nous vend souvent le Qatar comme étant une carte postale avec de belles images, de belles pelouses bien entendu. Mais vous, vous êtes rendu à Asian City. Qu'est-ce que Asian City? En fait, je suis allé dans la zone industrielle et dans la zone industrielle, c'est une zone qui est au sud du centre-ville de Doha, à peu près une trentaine de kilomètres. Donc là, on n'est plus du tout dans l'urbanisme idyllique de Doha. On en est très loin, hein. Les stades sont très très loin de tout ça. On est dans une zone totalement désertique. Il n'y a pas d'arbres qui poussent. Il y a des déchets industriels partout, donc c'est-à-dire tous les déchets de construction des stades, etc., sont stockés dans la zone industrielle. Tous les véhicules, les matériaux, les machines qui servent aux constructions des stades sont parqués aussi dans la zone industrielle et on parque les travailleurs au même titre que les machines. Donc les travailleurs sont logés dans des logements qui sont insalubres, ils sont surpeuplés, les façades sont décrépies, à l'intérieur, vous n'imaginez même pas la saleté, la crasse qu'il peut avoir. Et donc ces gens-là ils sont à peu près 800 000 sur une zone qui est à peu près plus grande un peu plus grande que la ville de Nantes en France. Donc c'est vraiment une zone qui est surpeuplée de travailleurs. Et donc vous imaginez bien que là-bas, il n'y a pas évidemment d'Occidentaux, il n'y a pas d'Arabes, de Qataris non plus qui y vivent. Il n'y a que des travailleurs asiatiques et africains. Voilà. Dans une de vos enquêtes, vous avez rencontré Malcolm Bidali, un Kényan qui a fait de la prison au Qatar. Que lui était-il reproché? Lui, justement, il était parqué dans la zone industrielle et donc il a fait face à, par exemple, quand il est arrivé du Kenya, les premiers jours, il n'a pas travaillé et les premiers jours, il n'avait pas de nourriture. Donc, il mangeait pas. Il buvait pas non plus. Donc heureusement, il y avait ses colocataires de chambre qui lui donnaient un peu à manger et à boire. Il a fait face à des abus classiques, c'est-à-dire retard de paiement, parfois absence totale de paiement, à des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles, parfois travailler en pleine journée dehors, sous le soleil, alors que la loi qatari l'interdit en plein été. Donc des abus classiques, parce que en fait, les travailleurs asiatiques et africains n'ont pas le temps d'engager des procédures judiciaires, n'ont pas le temps de faire valoir leurs droits parce que eux, ils doivent envoyer de l'argent tous les mois à leur famille. Et donc ça, les entreprises qataries et le gouvernement qatari le sait très bien. Et donc c'est pour ça qu'ils exploitent autant les travailleurs, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont aucun droit, souvent ils n'ont pas leur passeport, et donc il y a cette Que pression. leur arrive-t-il si jamais ils se rebellent, si jamais ils dénoncent leur situation? Comme Malcolm Bidali, c'est-à-dire Malcolm Bidali, lui, a dénoncé ces conditions de travail et ces conditions de vie qui étaient inacceptables, qui étaient terribles. Et donc il a écrit des billets de manière anonyme et son téléphone a fini par être hacké et il s'est fait arrêter par les services de renseignement qatari. Il a été en prison pendant quand même 3 semaines. S'il n'y avait pas eu un barouf médiatique autour de son cas, certainement qu'il aurait disparu. Et heureusement, il a été aidé par les ONG, par les médias, et donc il a été libéré, mais il a été donc obligé de quitter le Qatar. Et c'est des interrogatoires qui sont pas drôles. Lui m'a confié qu'il était dans une cellule nuit et jour avec la lumière allumée. Et donc c'était très compliqué pour lui. Donc quand un travailleur
essaye de faire valoir ses droits, soit il est expulsé, soit il perd tout en fait. Ils veulent nous maintenir le plus bas possible pour nous montrer que ce que valent nos vies, c'est-à-dire rien. C'est ce que déclare Albert, un travailleur ougandais que vous avez rencontré. Combien de travailleurs africains sont morts au Qatar ? Il n'y a pas de chiffres bien spécifiques liés aux travailleurs africains, mais moi je peux vous dire que les 6500 que Amnesty, je ne sais plus quel Guardian. média, le Guardian avait dénoncé, c'est un chiffre qui est en deçà de la réalité. Pourquoi ? Parce que le Qatar, comme les autres pays du Golfe, ne pratique aucune autopsie quand un travailleur, par exemple, meurt dans son logement en pleine nuit. Il peut être mort d'un choc lié à un accident de travail dans la journée ou d'une crise cardiaque parce qu'il a enchaîné, je ne sais pas, un mois de travail sans aucune vacance, sans aucun congé. Ça, c'est classique. Et donc, le chiffre de 6500, il est vraiment en deçà de la réalité. Donc, il y a certainement encore beaucoup plus en réalité, de travailleurs qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Le Qatar a mis fin à la kafala, c'est-à-dire ce système qui permettait aux patrons d'avoir les pleins pouvoirs sur les travailleurs étrangers. Pour autant, les conditions de travail de ces travailleurs se sont-elles améliorées ? Non, c'est pas du tout amélioré. Sur le papier, évidemment, le Qatar vante que le système de kafala est terminé. Qu'il y a eu des réformes sur la loi travail, sur sa loi travail, que les travailleurs vivent mieux, mais c'est pas vrai. Moi, je me suis rendu dans la zone industrielle. Les travailleurs vont dans ce qu'on appelle le California. C'est un endroit où les gens boivent et se shootent pour oublier leur quotidien et leur cadence de travail infernale. Et puis tous les abus qu'on a énumérés juste avant, les retards de paiement, les primes qui ne sont pas payées, les frais médicaux qui ne sont pas payés pour les salariés qui sont blessés. Donc moi j'en ai vu qui étaient carrément dans leur chambre et qui étaient alités, blessés parce que l'entreprise refusait de payer leurs soins médicaux, leurs frais médicaux. Donc rien n'a changé dans les faits.